Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet en marketing qui est frontal, qui est la gestion puis l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, pour le B2B. Donc, on accueille pour en discuter avec nous Vanessa Bourdeau de Les Commères. Salut Vanessa. Salut Simon, ça va? Ça va très bien, toi? Ben, ça va très bien, merci pour l'accueil. Good. Écoute, il n'y avait pas meilleur que toi pour venir en discuter aujourd'hui. On se connaît un petit peu, Ouais. mais quand même, on fait... Chez Ox, on s'occupe un peu des réseaux sociaux de nos clients, mais c'est vraiment pas notre spécialité. Chez vous, les commerces, c'est votre spécialité. Absolument. Ben, je peux t'en dire plus sur les commerces. Ah oui, bien sûr. Là, on veut savoir c'est quoi les commerces, Ben, c'est certainement. Commerce, c'est une agence de communication à Saint-Bruno, dans le fond, pas loin d'ici. On se spécialise en communication numérique, donc tout ce qui touche à la création de contenu, fait que ça englobe infolettes, médias sociaux, articles de blog, tout ce qui touche aussi aux relations de presse, marketing d'influence. On s'entend que c'est une belle tendance depuis plusieurs années déjà. Tout ce qui est rédaction aussi, fait que rédaction web, que ce soit justement là, pour des articles de blog, des sites web aussi, on fait les textes. Puis on fait beaucoup d'accompagnement après pour nos clients qui sont des PME. Fait que des fois, on n'a pas... ces PME-là n'ont pas nécessairement le budget de nous engager, mais on veut quand même les aider puis être là pour eux. Fait que vous les accompagnez à gérer leur communauté. Absolument, c'est ça. On les coach dans le fond, tu sais, parce que tu as une ressource à l'interne qui a les aptitudes, mais qui voudrait se faire challenger ou se faire guider à travers tout ça, parce que la création de contenu, c'est tout un volet, on va se le dire. Oui, on va en parler en plus. Écoute... tu sais, je pense que les commerces, vous en avez fait votre pain, votre beurre, les réseaux sociaux. On s'en est parlé avant le podcast, comme le paysage a changé. Tu me disais que votre portfolio est rendu à 50-50. Oui. Business to customer, des entreprises qui servent des particuliers. Absolument. B2B. Ouais. Donc, les clients, c'est des entreprises. Ça, c'était pas de même il y a 3 ans. C'était pas de même. Pré-pandémie, nous autres, on se spécialisait puis on se nichait vraiment en culture. Fait que j'avais des festivals, j'avais des événements, j'avais des regroupements d'artistes. C'était vraiment ça notre niche. Puis là, tu vois, la pandémie a amené cette beauté-là de se diversifier. Tu sais, on s'entend, je sais pas si vous vous souvenez de la phrase « réinventons-nous », là. On l'a fait. Fait que on s'est vraiment tourné, puis là, on a du B2B puis du B2C à part égale environ, je te dirais, là, au day-to-day avec nous. Ouais. Fait que c'est une tendance que, en tout cas, de notre côté, on observe aussi, on se le disait, pas plus tard que 2 ou 3 ans, avec les mêmes chefs d'entreprise, parce qu'on sert juste du B2B, nous autres, on se faisait dire, le marketing en général, c'est presque une roche dans le soulier, mais surtout les réseaux sociaux, tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas le goût de faire, on voit pas la raison de le faire, puis tranquillement... en tout cas, on va y venir, mais nous, on a vu, là, je pense que le peer pressure, si tu veux utiliser l'expression, a commencé à faire son œuvre. C'est-à-dire, tu vois tes compétiteurs qui sont présents. Je ne sais pas si c'est ça que tu observes toi aussi. Absolument. Tu sais, si justement, tantôt on se le dit, mais tu sais, si tu prends pas ta place sur les médias sociaux, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Fait que même en tant qu'entreprise qui offre un service ou un produit B2B, tu la prends pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir la prendre. Puis, tu sais, on l'a vu, le shift, avec la pandémie, justement, les gens se sont rendus compte que, hey, les communications numériques, c'est pas mal la seule façon qu'il nous reste de parler à nos gens parce qu'on est tous à distance. Fait que là, les communications plus traditionnelles ou les événements de réseautage qui sont
prisé par les entreprises B2B, ben ça fonctionnait plus. Fait fallait se tourner vers quelque chose d'autre qui nous permettait de rejoindre ce beau monde-là. Ben les médias sociaux étaient une des stratégies là, clairement à exploiter. Puis ben ça fait partie. On s'entend que la stratégie après ça de contenu ou de médias sociaux sera vraiment pas la même, ou est peut-être moins instinctive, je dirais même que pour du B2C, mais tout aussi pertinente puis nécessaire. Nécessaire. Absolument. Tu sais, on parle de prendre sa place, ça veut dire que c'est de la notoriété. Hein? Ça veut dire que si on n'est pas là, ben on manque une occasion. Là. On peut avoir un site web qui performe bien sûr, mais si on n'est pas sur des réseaux sociaux pertinents, ça l'est. Puis, tu sais, les autres campagnes que vous avez chez vous, j'imagine il y a de l'acquisition de nouveaux clients que vos clients espèrent. Absolument. Puis, tu sais, l'acquisition de nouveaux clients, toi puis moi, ben, tu sais, parce qu'en création de contenu, tu as du contenu organique, donc qui ne nécessite pas de placement publicitaire, mais tu as du contenu payant qui nécessite du placement publicitaire. Puis, c'est clair qu'en acquisition de justement nouveaux clients, ben, le contenu organique est peut-être moins efficace que le contenu payant, mais un et l'autre se parlent, demeure que c'est une seule et même stratégie. Puis même chose pour tout ce qui est marketing RH qui, on s'entend depuis 2-3 ans, ça fait partie du jargon des gens en communication, en marketing, parce que, j'espère que je vous l'apprends pas, mais on est pas mal dans une ère de pénurie de main-d'œuvre. Fait que c'est sûr que le marketing RH devient super important puis pertinent pour ces entreprises-là. De la même façon, j'imagine que l'acquisition de nouveaux talents, ben ça suppose que faut qu'il y ait une stratégie organique, comme tu disais, tu sais, une gestion constante de publication. Exact, ouais. Pour que la stratégie publicitaire marche. Faut qu'un supporte l'autre. Faut qu'il y ait une constance, puis tu sais, nous, c'est ça qu'on dit tout le temps. Au-delà de publier beaucoup de contenu, t'es mieux d'en publier moins, mais de façon constante, plutôt que d'en publier 6 une semaine parce que t'avais donc bien des choses à dire, mais de pas publier la semaine d'après. Dans le fond, le but, c'est la qualité versus la quantité, puis ben la constance, finalement, tu sais. Parlons-en de la constance, puis de la quantité, puis du travail, et puis tout ça, parce que dans le fond, ce qu'on voit, nous autres, ça ne doit pas être bien différent pour toi, là, c'est que là, dans les entreprises B2B, il y a souvent le département des communications marketing, c'est une personne. Parce que c'est ça de ton bord aussi. C'est tout le temps ça. Puis souvent, c'est vraiment une seule et unique personne qui a tous les chapeaux de toute l'ensemble des communications, du marketing, que ce soit numérique traditionnel, des lettres à écrire ou à envoyer, tu sais, fait que souvent, veut pas, ben clairement que cette personne-là en a beaucoup dans son assiette, puis même des fois, moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est même le DG ou la DG qui a un peu ça sous son aile parce que, ben, ils sont en croissance, justement, fait ils étaient pas rendus à avoir quelqu'un à l'interne, mais, tu sais, c'est clairement pas sa spécialité, là, fait que c'est pour ça qu'elle cherche à s'entourer de personnes qui, comme toi et nous, on va pouvoir donner un coup de main. Il y a de l'impartition qui se fait à ce moment-là, mais aussi, on voit aussi des personnes plus juniors qui sont en charge des communications, qui sont chapeautées par des seniors, mais qui n'ont pas nécessairement les compétences de communication eux-mêmes. Fait que au niveau de l'alignement stratégique, c'est souvent la personne qui est junior. Toi, t'es bon avec les réseaux sociaux, occupe-toi qui s'occupe de donner l'alignement stratégique. C'est quand même assez spécial aussi. Oui, puis cette personne-là, tu sais, après ça, sans rien enlever, ben je veux dire, demeure que si elle n'a jamais fait ça, la création de contenu sur les médias sociaux, ben c'est sûr qu'elle ne sait pas sur quel pied danser, elle ne sait pas trop c'est quoi les actions qui fonctionnent, c'est quoi les bonnes stratégies, c'est quoi un bon budget de pub aussi. On va parler de tendance, de tendance générale. Qu'est-ce que tu observes sur les réseaux sociaux, mais vraiment aligné B2B, comment, qu'est-ce que tu remarques? Bien, ça fait quand même plusieurs années qu'on observe ça déjà, mais clairement que
les médias sociaux, c'est les plateformes sur lesquelles on veut voir des humains. On veut connecter avec des gens. C'est des médias sociaux. Donc, le mot social est là. On veut vraiment connecter avec l'humain plutôt que de connecter avec une entreprise. Puis c'est ça qu'apportent les médias sociaux. Oui, avec un produit. Oui, exactement. Ouais. Puis par l'humain, je veux dire l'humain derrière le produit ou l'humain derrière le service. T'sais, si, exemple, moi, en tant que professionnel, je veux avoir recours au service d'un autre professionnel, bien, clairement que je veux connaître cet individu-là aussi, ou la personne qui a designé le produit, etc., etc. Pour moi, l'humain, c'est important, mais pour l'ensemble de la population, c'est ça qui arrive. Fait, clairement que le fait de mettre des humains de l'avant, c'est vraiment une bonne stratégie sur les médias sociaux, là. Que ce soit marketing RH, que ce soit pour justement parler de ton produit, parler de ton entreprise. Vraiment de mettre, ouais. Puis souvent, je pense qu'en B2B, des fois, on a tendance à l'oublier. On veut pousser notre produit, notre service, notre solution, peu importe, là, notre technologie. Et souvent, ça peut devenir un peu d'érable, puis on souffre d'engagement très bas, puis de problèmes de visibilité aussi à cause de ça, là. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est, dans le fond, il faut se mettre dans les shorts de la personne à qui on parle. Dans le sens que moi, mon client, qu'est-ce qu'il veut savoir sur mes services? T'sais, mon client étant une PME, qu'est-ce que cette PME-là ou qu'est-ce que ce dirigeant-là cherchera à savoir sur mes services pour éventuellement franchir le pas, puis nous contacter, puis qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Mais souvent, ce qui est fait, c'est l'inverse. C'est plus qu'est-ce que j'ai envie de leur dire, moi, mais c'est pas ça qui fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de revenir puis de se reposer la question à chaque fois qu'on arrive pour faire un contenu. C'est vraiment ça que mon client veut savoir? Si oui, ben let's go. C'est un intérêt, là. C'est ça, parce que s'il n'y a pas d'intérêt, l'engagement, t'en auras pas de toute façon. Puis on s'en reparle, mais c'est le nerf de la guerre, tu sais. Mais puis tu sais, on parlait qu'aussi la différence entre le B2C et le B2B sur les réseaux sociaux, souvent c'est plus stiff un peu, hein? C'est plus coincé au niveau B2B. Un peu plus corpo. On a tendance à vouloir vraiment revenir au produit souvent, puis ça. Y a-t-il de la place pour le divertissement dans le B2B, selon toi? Bien, il y a clairement de la place parce que justement, je pense qu'il n'y en a pas assez qui prennent puis qui osent en fait aller là. Justement, nous, on le voit avec nos clients. Tu sais, nous, on est une entreprise qui offre des services B2B. Fait que nous, on se permet d'oser, etc. Puis d'aller chercher justement des contenus un peu plus originaux, un peu plus humoristiques. Nous, on est très dans l'humour. Puis mais quand on le laissait avec nos clients, des fois, on essaie juste un petit peu. Puis oh mon Dieu! Ça fait réagir. Ça fait réagir. Eux autres sont comme, on sait pas, on va l'essayer, c'est stressant. Nous, on est comme, hi! Tu sais, on est encore beige, là, dans nos yeux, là. Fait que... T'es même pas de teinte de rose. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'il y a vraiment place à exploiter ce genre de contenu-là encore plus, là, pour du B2B parce que, ben, c'est ce qui pogne de toute façon en B2C. Fait que c'est clair que si ça pogne en B2C, au final, ce que tu rejoins sur une plateforme sociale, c'est un individu. Fait que l'individu va quand même être intéressé par le contenu humoristique, le contenu émotionnel, puis les photos de chat. Mais on veut pas aller là, tu sais, nécessairement. Fait que c'est pour ça que je pense que même le B2B aurait davantage justement exploiter ça. À exploiter ça. C'est une belle tendance à aller, premièrement, à rester centré sur l'humain, à ce que la clientèle de nos clients veulent, puis à exploiter l'humour peut-être un peu ou le divertissement. C'est pas incompatible avec le B2B. Exact. Mais c'est vrai que souvent, on est limité aussi par la gêne de... Tu sais, nos clients sont quand même un peu gênés. C'est quelque chose, ça déployer ces réseaux sociaux. Toi-même, et tu présentes beaucoup? Moi, personnellement, pas assez comme je le voudrais. Je suis assez présente, tu sais, mettons sur mes plateformes personnelles, puis malheureusement, ou heureusement, il y a beaucoup de gens dans ma sphère professionnelle qui me suivent en tant que Vanessa, moi, l'individu et la mère et la fille, la fin de semaine, là, tu sais, je veux dire, parce que je connecte souvent avec les gens facilement. Fait moi, cette sphère-là, ça me dérange pas. Tu vois, moi, clairement, que ça fait partie de mes objectifs d'avoir une stratégie LinkedIn personnelle parce qu'on en a une avec Commer, on en a une. Puis je me fais la plus grande porte-parole de Commer. Je vais parler, tu sais, de tout ce qu'on fait et tout sur les médias sociaux, mais je pense qu'en tant qu'individu aussi, je dois connecter davantage puis en partager encore Walk plus. the talk, dans le fond, de ce que tu viens de dire, qu'on s'intéresse à toi avant ta business, dans le fond. 100%.
Ouais, non, ok, c'est Mais intéressant. quand même, une très belle stratégie de contenu, je te confie. J'en doute pas. Tu sais, si on parlait des plateformes en B2B, on a tendance à dire que, bon, évidemment, LinkedIn, c'est incontournable là, pour la plupart du temps. Cependant, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, tu sais, les plateformes les plus pertinentes? Est-ce qu'il y en a une ou des plateformes que vous utilisez très peu de votre côté? Je te dirais, nous, on utilise, Commère, on utilise, tu sais, LinkedIn, c'est sûr, bien évidemment, parce que nos clients sont là-dessus. Mais on utilise quand même beaucoup Facebook, malgré tout, et Instagram, parce que notre contenu, ou le type de contenu, notre tonalité, s'y prête. T'sais. Si, exemple, il y a trop un ton corpo, Instagram, c'est pas la place nécessairement pour avoir le ton corpo, tu sais. Fait que c'est sûr que ça dépend aussi de la personnalité de l'entreprise puis des valeurs, mais tu sais, je pense que la plateforme, comme tu l'as dit, c'est LinkedIn. Je pense que Facebook demeure quand même une plateforme super importante parce que, ne serait-ce que pour le référencement sur Google, Facebook, c'est souvent la plateforme qui pop en premier. Ouais. Puis, ben, tu sais, Instagram, c'est un peu relié à Facebook, mais je te dirais, moi, je prioriserais Facebook et LinkedIn. LinkedIn en premier, bien entendu. Il y a aussi de plus en plus l'utilisation de TikTok pour ce qui est de la marque employeur. Des bons succès c'est vrai. Aussi. Côté produit, B2B, en tout cas, on a moins d'exemples qui viennent, mais quand même, je pense en marque employeur de plus en plus. Là, TikTok, par contre, c'est important de garder en tête que si on décide d'aller sur TikTok, il faut y aller en ligne, tu sais. Parce que c'est une plateforme où tout va vite, il y a tellement de contenu qui se crée, il y a extrêmement beaucoup de trends qui roulent sur TikTok. Ouais. Fait que si tu veux que ton contenu soit vu puis que l'algorithme te favorise, ben il faut que tu sois là vraiment, faut que tu sois vraiment présent. Fait que encore là, ça dépend de c'est quoi la disponibilité qu'il y a à l'interne ou à l'externe si jamais c'est en impartition comme mandat, la création de contenu. Mais c'est vraiment important, TikTok, que si tu y vas. Oui, puis c'est que vidéo, là, donc faut que puis si on prend la stratégie de mettre l'humain d'avant, ça veut dire faut que tu sois quand même à l'aise à dire je vais être à caméra ou genre je vais avoir quelques personnes dans le business qui vont l'être. Puis tu peux pas tordre des bras malheureusement des fois. Faut que ça doit prendre des gens qui sont willing là. Faut que tu ailles les réveiller avec une caméra dans le visage le matin. C'est quoi les plus gros défis que vous rencontrez dans votre pratique, tu sais, avec ou que tu vois là, que les entreprises B2B ont c'est quoi le plus gros défi qu'ils ont à surmonter avec les réseaux sociaux? Bien, tu vois, le plus gros défi qu'on voit, mettons, quand nous, on arrive dans le portrait, c'est l'aspect de la constance. Dans le sens où, souvent, on reprend des pages, puis on s'en parlait tantôt, mais ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas publié. Puis, ben mettons, tu vois, pendant les 4 derniers mois, ils publiaient 5 fois par semaine, mais après ça, c'était encore mort depuis 2-3 ans avant. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment l'aspect de constance que c'est le plus gros défi parce que, ben les PME, veut pas, il y a quand même du roulement de personnel qui arrive, qui fait en sorte que, ben c'est souvent ce qu'on va délaisser quand on n'a plus le temps, les médias sociaux, mais au contraire, ça devrait tellement pas être la première chose qu'on délaisse parce que c'est super dommageable après ça essayer de reconstruire soit une communauté ou de rebâtir ton taux d'engagement du moment où c'est tombé à mort ou c'est tombé plat. C'est vraiment difficile puis c'est vraiment complexe. Fait que c'est pour ça que la constance, je pense que c'est souvent l'enjeu principal qu'on voit. Tu pourrais-tu, pour le bien-être, le bienfait de l'auditoire, définir engagement? Parce que souvent, toi et moi, on va se parler jargon, là, mais j'essaie de... c'est correct. On parle de quoi d'engagement? L'engagement, dans le fond, c'est un rapport entre le nombre de personnes qui ont vu la publication et le nombre de personnes qui ont interagi avec la publication. Puis par interaction, ça peut être un clic sur une publication, ça peut être un clic sur la photo pour l'agrandir, pour l'avoir en plus grand. Ça peut être une mention j'aime, ça peut être un partage, ça peut être un commentaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment large au niveau des interactions, mais c'est vraiment ce ratio-là, en fait, qu'on cherche à avoir parce que c'est bien que notre publication soit vue, mais c'est encore mieux si elle a fait interagir les gens, si elle a suscité un intérêt supplémentaire que juste l'avoir passé dans le fil d'actualité parce que les gens qui la voient passer, qui défilent leur fil d'actualité, qui s'arrêtent pas nécessairement, comptent quand même comme une personne qui a vu la publication, mais ça n'a pas généré d'intérêt. Pour les impressions.
pour le nombre Exactement, d'impressions. exact. Ouais. Parfait. Mais merci. C'est clair? Oh là, c'était éducatif. Super. Puis, tu sais, on parlait de constance. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que je sais que vous accompagnez aussi des entreprises à gérer leurs réseaux sociaux. Absolument. Fait que c'est quoi les trucs que vous mettez en place justement pour... Puis on le sait, le podcast qu'on crée en ce moment, on s'en parlait, puis notre plus grand défi, on savait, une fois qu'on allait le partir, c'était de ne pas revenir en arrière, c'est-à-dire de ne pas interrompre pendant plus, tu sais, d'avoir la cadence, de garder toujours la cadence du 1 mois. Ouais. Puis je pense que c'est pas la première fois que je le dis au podcast, là. On se pose la question chaque année, quand ça fait une saison, est-ce qu'on augmente la cadence puis on reste à 1 mois parce qu'on veut pas avoir à revenir en arrière. Fait que, oui, c'est beaucoup de travail. Fait que quand tu accompagnes les entreprises qui ont déjà eu de la difficulté avec de la constance, c'est quoi les trucs? Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour s'assurer là, qu'ils vont maintenir une cadence? Bien, il y a 2 choses en fait. La première chose, c'est que souvent, ils vont nous demander on aimerait ça être plus présent sur les médias sociaux, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Fait que nous, c'est sûr que la première étape, c'est une stratégie de contenu. Il faut qu'on bâtisse une stratégie de contenu. Je veux dire, on peut pas... on peut créer du contenu à tâtons, mais entre toi et moi, avant qu'il y ait des résultats, c'est encore plus long que si ça a été réfléchi. C'est un peu comme n'importe quoi, planification stratégique, etc. Tu cales la shot, puis tu as ton objectif, tu sais où tu t'en vas. Après, dans le day-to-day, quand on arrive pour déployer cette stratégie de contenu-là, ben c'est clair que nous, de un, c'est de voir, avez-vous les ressources internes nécessaires pour supporter ça? Parce qu'on peut vous faire une stratégie de contenu qui nécessite 4 publications par semaine, mais je veux dire, si t'as pas... Puis encore là, on va de moins en moins à 4 publications par semaine, mais tu sais, dans le sens que si ça nécessite trop de publications puis que t'as pas les ressources, ben sinon, c'est soit dégager une ressource pour ça ou sinon d'y aller en impartition. Et nous, on est là pour déployer cette stratégie-là après ça dans le quotidien. Ouais. Fait que je te dirais que c'est souvent de leur faire réaliser que c'est parfait que tu veuilles être sur les médias sociaux, mais concrètement, as-tu la capacité? Et sinon, as-tu le budget nécessaire pour sous-traiter quelqu'un? Parce que on s'entend que c'est bien beau faire une stratégie de contenu, mais si elle n'est pas déployée, ça ne sert pas à grand-chose. Ça prend les compétences aussi. Parce ça prend les compétences. Parlons de type de contenu. Il n'y a pas juste du contenu rédigé ou des images, il y a aussi de la vidéo. Absolument, qui est un des contenus qui fonctionne le plus, on va se le dire. L'infographie, il y a plein de choses... il y a plein de types de contenus qui fonctionnent sur les médias sociaux. Puis, tu sais, encore là, oui, comme tu le dis, tu as une portion texte. Tout le monde peut écrire. Est-ce que c'est tout le monde qui a la bonne twist? Est-ce que c'est tout le monde qui est capable d'incarner le ton que l'entreprise souhaite avoir sur les médias sociaux? Tu sais, des fois, le VP marketing, si on veut que ça soit un ton dynamique et humoristique, c'est peut-être pas cette personne-là que ça prend pour rédiger des publications. Fait effectivement, il faut y aller avec les compétences. Puis, en termes de format de publication, puis c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est infographie, photo, après ça, je veux dire, tu as des carousels du monde, tu sais, comme justement des carousels d'infographie ou carousels de photos. Fait que tu as plein de formats à exploiter, mais c'est peut-être pas nécessairement bien connu de la personne qui... Oui, ça prend les compétences. C'est juste pour faire du montage photo, du montage vidéo, je veux dire, c'est pas... Non. Parce que moi, c'est pas ça qui fait... C'est pas moi qui le fais dans l'équipe. C'est mieux pas. Je dis ça comme ça. Effectivement. Mais après ça, dans le fond, tu parlais de fréquence. Je pense que c'est le fun de parler de ça parce que il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Tu sais, combien de fois je devrais poster par semaine, puis c'est quoi tes conseils là-dessus? Qu'est-ce que tu vois le plus pour du B2B, encore une fois, là? Puis qu'est-ce qui est... Je sais pas, qu'est-ce qui est le mieux, tu sais, versus... je te dirais qu'il y a un seuil minimal, puis il y a clairement un seuil maximal aussi par plateforme, parce qu'encore là, tu sais, le chiffre n'est pas le même sur chacune des plateformes, parce que les algorithmes ne fonctionnent pas de la même façon sur Facebook, LinkedIn, puis Instagram et TikTok, tu sais. Mais tu vois, je te dirais, nous, c'est sûr que une publication par semaine... C'est un peu la base. Si tu y vas en bas de ça, il va falloir que tu mettes un budget pour booster ton contenu, tu sais, ou pour faire un peu de pub, parce que sinon, en dessous de ça, tu demeures quand même inactif pendant trop longtemps aux yeux de l'algorithme, puis ça fait en sorte que il va moins être priorisé après ça dans le fil d'actualité de tes abonnés. Fait
je pense que, tu sais, nous, tu vois, sur LinkedIn, exemple, pour le B2B, tu sais, l'idéal minimum serait 2 publications par semaine. Ouais. Parce que le contenu, il revient, tu sais, on le voit dans notre fil d'actualité pendant plusieurs jours. C'est exemple, moi, je me suis connectée puis j'ai manqué un contenu qui a été publié samedi. Je vais le voir pareil, je vais le voir le rendu le mardi matin parce que LinkedIn, l'algorithme, il est intéressant pour ça. Mais sur Facebook, exemple, c'est sûr que moi, je te dirais 3 publications par semaine. C'est l'idéal. En bas de ça, ça fonctionne. Mais encore là, il va peut-être falloir dégager un petit budget publicitaire pour les booster. Tu sais. Ouais. Fait que, ça dépend des objectifs de chacun aussi. Puis encore là, faut avoir des choses à dire. On veut pas faire du contenu pour faire du contenu. On veut du contenu qui est pertinent puis va intéresser notre auditoire puis notre clientèle cible. Ça peut représenter combien d'heures par semaine? Là? Si c'est puis pas d'agence, on va dire comme un immortel, vous accompagnez quelqu'un, c'est une personne, on va dire qu'elle a 2 plateformes animées. On va dire LinkedIn, Facebook, ou on n'ira pas dans TikTok parce que là, on est dans la vidéo, là, c'est d'autres choses, mais ben, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vidéo, ces autres, là. Mais admettons que c'est du 2 fois semaine chaque. Selon toi, ça peut représenter juste ça, là, parce qu'on a dit que la personne portait d'autres chapeaux aussi. C'est là, ça, c'est ça. Ça peut représenter combien de temps par semaine pour cette personne-là, tu penses? Ben, si c'est elle qui doit tout faire, de la rédaction de texte à la création de visuels ou de vidéos, peu importe quel type de visuel qu'on utilise, et ça peut monter vite quand même, là, même si c'est 2 publications par semaine, je te dirais peut-être facile une dizaine d'heures par semaine. Quand même, hein? Facile une dizaine d'heures parce que c'est pas son champ d'expertise, c'est pas sa spécialité nécessairement. Fait que c'est sûr que, tu sais, nous, ça nous prend un peu moins de temps que ça. Faire cette quantité de contenu. Mais ça prend pas 2 heures pareil. Ça prend pas 2 heures. C'est ça. Même si tu utilises ChatGPT pour certains trucs, ça te prendra pas 2 heures non plus. Puis de toute façon, ChatGPT, c'est bon pour te partir une idée si tu as une page blanche, mais on finit toujours par changer, en fait, parce que, ben, de un, c'est souvent pas 100% adapté à l'entreprise, c'est pas le bon ton, c'est pas les bons mots, le bon jargon. Fait que, tu sais, il faut tout le temps faire. Puis de toute façon, c'est un outil pour agrémenter notre travail, pour l'optimiser, mais c'est pas la finalité de ce qu'on utilise. Fait que demeure que, je vous dirais, il y a quand même une différence entre un rédacteur qui fait ça de sa vie, qui utilise, ChatGPT pour venir le nourrir, puis quelqu'un qui utiliserait que ChatGPT. On le voit, moi, je me connecte, puis je le vois, là. C'est quoi la publication qui sort de ChatGPT, là, par les tourneurs de France? Ah, ben oui, absolument. Sauf que pour quelqu'un, par contre, qui est justement, on parlait de notre personne qui investit 10 heures par semaine. C'est sûr que c'est un bon outil. Qui est seul à brainstormer, à s'auto-brainstormer, ça peut être le fun comme un starter. Comme tu disais, puis souvent Delphine va dire aussi, ne pas partir sur la page blanche. Absolument. Tu sais, ça aide, parce qu'à un moment donné, on a de la misère, on ne sait plus quoi faire, là, on ne sait plus quoi dire. Puis c'est le fun d'avoir des idées, là, effectivement. Ça, c'est clair que c'est un bon helper, là, comme je dis. Là, mais demeure que, tu sais, une personne, tu sais, nous, on fait ça de notre vie. Fait que ça reste qu'un 2 publications par semaine, nous, de notre côté, par plateforme, ça peut représenter environ 5 heures, la moitié moins de temps de la personne, mais parce qu'on fait ça de nos vies à tous les jours, tu sais, je veux dire, on est rodés, là. Quand c'est pas nécessairement ta tasse de thé, clairement que je pense qu'un 10 heures, pour ne serait-ce que des fois, ben, si t'as pas nécessairement trouvé tes idées, peaufiner tes idées, c'est long de trouver une idée pour une publication. Nous, on calcule de notre côté, dans notre travail, 1 heure par publication. J'imagine pas quand c'est pas ton, tu sais, quand c'est pas ton métier, ça peut être le double, là, probablement. Le temps d'être bien rodé, en tout cas, du moins, hein, c'est clair. On parlait de ChatGPT, on parlait d'intelligence artificielle. C'est, tu sais, les outils, les principaux outils que vous servez pour faire votre travail, que ce soit pour bien monitorer, que ce soit les résultats, pour gérer les publications, pour créer du contenu, y a-tu des trucs, des astuces, des trouvailles que vous avez faites dernièrement? Ou... Ben, nous, on utilise une panoplie d'outils là, dans le quotidien parce que ben souvent, on a besoin d'outils de collaboration avec nos clients aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'on utilise comme des outils pour faire justement nos calendriers de publication. Fait que savoir qu'est-ce qui va être publié quand. Puis, ben, c'est super pratique. En fait, c'est gratuit même, si jamais vous êtes intéressé. C'est Airtable, le nom. Un peu comme Trello, entre autres? Ou, qui peut ça ressemble à Trello. Tu vois, nous, c'est vraiment celui qu'on a trouvé que c'était optimal parce que tu peux tout glisser en même ta publication. Tu peux avoir des commentaires de tes clients ou des gens de ton équipe
que tu voudrais avoir leur approbation. C'est vraiment collaboratif. Fait que tu mets ton visuel, ton heure de publication, la plateforme. Nous, aussi, si on a fait une stratégie de contenu, ça rentre dans quelle catégorie de publication? Tu sais, exemple, quelle catégorie de sujet. Ouais. Fait que c'est vraiment très complet. Fait que Airtable, c'est... je le dis, je me proclame leur porte-parole depuis plein d'années déjà. Sinon, bien entendu, on utilise toutes les statistiques Meta, LinkedIn. On va aussi aller bonifier avec Outsuite parce qu'on a Outsuite pour venir nous aider dans tout ce qui est gestion, mais aussi analyse du contenu qu'on crée. Après, mon Dieu, c'est sûr, j'oublie plein d'outils qu'on utilise, mais ça, c'est vraiment les principaux là, pour gérer, en fait, pour faire la gestion pour gérer puis pour optimiser parce que... Pour collaborer aussi, exactement. Parce que souvent, plusieurs personnes, effectivement, comme tu dis, quand vous collaborez avec vos clients, c'est pas sur... Que ce soit sur les textes, sur les vidéos, sur les images, c'est différent. Absolument. Fait que ça, c'est clair que, au lieu de s'envoyer 18 versions de fichiers Excel, on va prioriser cette plateforme-là qui se update en live, là, en direct avec nos clients. Si quelqu'un écrit quelque chose, on peut s'écrire, on peut quasiment chatter, en fait, sur cette plateforme-là. Fait que c'est pratique pour ça. Je t'envoie peut-être une curve, mais on va parler retour sur investissement, OK? Ouais. Parce que souvent, en entreprise, quand tu achètes un service ou un produit comme nous, les gens de marketing, on nous demande... c'est un investissement, c'est supposé être un investissement et non une dépense. C'est quoi la proportion de tes clients qui font cet investissement d'aide sur les réseaux sociaux? Fait que, donc, l'investissement vient du fait qu'ils ont des gens à l'interne, ils prennent une agence aussi pour les aider et tout ça, puis qu'ils se disent, ça c'est un budget, on doit prendre notre place, mais on calcule pas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va nous rapporter versus les autres qui veulent savoir si j'ai investi mon 4 piastres là, combien il va me rapporter. C'est quoi la proportion? On a toujours, il y a toujours des clients qui vont nous poser la question pour le savoir justement, quand est-ce que, là, j'investis tant avec vous, là, mais quand est-ce que je vais le revoir, moi, cet argent-là? C'est dur à dire. C'est dur de donner une réponse claire parce que on s'entend que c'est souvent moyen long terme l'efficacité de ces stratégies-là. Ça prend du temps avant de se roder, ça prend du temps avant de prendre son beat sur les médias sociaux puis de se créer une communauté qui va être engagée, fidélisée, etc., etc. Fait que là, du moment où tu as une communauté qui commence à être engagée, qui commence à être fidélisée, c'est là que ça devient intéressant puis c'est là que tu as vraiment comme un roulement, un retour sur investissement qui va se faire parce que où tu vas comme vraiment avoir l'impression que ça te rapporte encore là, les médias sociaux, ça dépend. Comme on parlait tantôt de stratégie organique, stratégie payante, ta stratégie organique va être bonne pour ta notoriété, pour te faire connaître, pour comme justement peut-être aller intéresser davantage ceux qui te connaissent déjà, mais vraiment comme les accrocher. Mais si tu veux aller chercher plus de gens, ça va être du contenu payant. Fait que tu sais, c'est ça. Tout dépend de c'est quoi tes objectifs. Puis la proportion en tant que telle, pour revenir à ta question, je te dirais que souvent, nous, les clients, ils veulent être présents sur les médias sociaux. Ouais. Des fois, ils savent pas trop pourquoi, mais ils veulent être présents. Fait que là, c'est toi qui es un peu en train de les aider à comme peaufiner c'est quoi leurs objectifs, parce que c'est bien beau être présent, mais je veux dire, t'es présent pour quoi? Aller te chercher des nouveaux talents, t'es présent pour te faire connaître davantage, pour convertir du monde en des nouvelles clientèles. Fait que tu sais, ça dépend vraiment. Mais je te dirais 30% veulent vraiment savoir. Le reste des gens, souvent, nous, de notre côté, ils veulent plus être présents. Ils connaissent l'importance. Puis... Ils savent que c'est important. Puis ils nous font confiance aussi à travers tout ça, malgré tout, parce que on s'entend que nous, notre but, c'est jamais de faire du contenu pour faire du contenu. Puis on va être les premiers à le dire, puis à le dire à nos clients quand ils nous disent « Ah, j'aimerais ça qu'on dise ça ». On est comme, est-ce que c'est toi qui veux le dire ou ta clientèle qui veut le savoir? Ouais, ça, c'est une bonne question. Parce que, tu sais, mais c'est une bonne réponse. Je m'attendais à peu près à ce pourcentage-là aussi. Ouais, parce que... Vous, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez... nous, la différence, c'est que nous, on le fait dans le contexte où on fait de la prospection pour aller chercher vraiment... C'est des campagnes outbound qu'on va faire. Donc, on
on va aller identifier des entreprises, des preneurs de décision, puis on va s'approcher d'eux par message LinkedIn, suivi courriel, puis suivi téléphonique. Par contre, lorsque nos clients, puis on fait beaucoup de campagnes d'exportation aussi. Okay. Ce qui veut dire que nos clients sont zéro connus. Là. Puis en B2B, même quand ils développent de la clientèle au Québec, c'est pas des clients, c'est pas des entreprises qui ont une grosse notoriété. C'est pas pignon sur rue nécessairement. Oui, mais les gens rentrent pas là. Non, c'est ça. Ouvert au public. Pas du détail. Là. Fait que ça fait pas des milliers de clients. C'est des centaines au tout au plus. Fait que quand ils sont pas connus du tout, même s'ils ont eu une bonne rencontre exploratoire, là, extraordinaire, on s'entend, c'est nos clients, le produit moyen vaut au minimum 50 000 pour un an. C'est la business de nos clients. Un nouveau client, ça veut dire minimum 50 000 notre portfolio, c'est pas mal ça. Puis il y en a que c'est plusieurs millions. Fait que c'est des acheteurs sérieux qui regardent la crédibilité de la business. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font après une rencontre exploratoire? Ça a été super le fun. Ils ont eu un bon contact. Ils vont aller faire quoi? Ils vont retourner sur le web, aller voir le site Internet. On le voit, là, on installe des traceurs, puis on voit que ces entreprises-là reviennent voir les sites web, puis quelles pages et tout. Et puis, on est capable aussi, on voit pas, mais on sait qu'il va aller voir la page Google My Business aussi. On le sait, puis ici, il y a 7 avis, puis c'est 2.7 sur... Peu importe si c'est un beau-frère qui n'était pas content, qui a mis cet avis-là, il faut être capable de corriger cette situation-là, puis les réseaux sociaux aussi. Parce que les situations que tu disais, c'est pas bon. Tu sais, dans le fond, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de red flag. Quand il y a le fameux batch check se fait, si on a un problème sur la page Google My Business, il faut le régler. Il faudrait avoir au moins quelques dizaines d'avis positifs puis que ça passe la barre des 4. Là, autrement dit, ça, c'est un. Fait qu'on s'occupe de ça. Si le site Internet, ce qu'on a fait comme présentation en rencontre exploratoire, c'est off par rapport au message, si c'était d'autres choses, il faut s'en occuper. Absolument. Puis sur les réseaux sociaux, si on a une page Facebook ouverte depuis 2014 puis qu'il n'y a pas eu de publication depuis 2017, il faut faire quelque chose. C'est toutes des red flags. Puis c'est jamais à cause de ça qu'ils vont vendre mais le nom peut-être. Oui, t'as raison. Puis on a vu des clients se faire ghoster, puis on a vu on a eu de nos clients qui se l'ont fait écrire et dire qu'ils avaient fait leur recherche, puis c'était pas concluant pour eux. Donc, leur crédibilité en ligne était atteinte. Puis plus ça va, plus on le voit. Parce que je pense que les gens, dans leur vie de tous les jours, ces acheteurs-là d'entreprise, là, ils achètent sur Amazon, ils commandent leurs billets en ligne, ils suivent les équipes sportives de leurs enfants avec des applications. Ils sont habitués de faire tout sur le web. Fait que c'est pas long pour eux autres de faire une recherche puis d'aller voir qu'est-ce qui se trouve. Fait que c'est ça. C'est dans ces situations-là. Fait que quand on s'occupe de ça, pour revenir à ta question, nous autres, c'est 0% qui s'attendent à un retour sur investissement direct de ça. Mais parce qu'on est là, on utilise une autre façon de faire. Mais par contre, ils savent que ça a une importance hyper importante sur leur crédibilité. Fait que ou du moins, on leur explique, puis nous, on s'en occupe proactivement. Le but, c'est d'avoir une cohérence avec toutes ces plateformes-là, en fait, puis que ça soit uniforme. Exemple, nous, ce qu'on dit souvent, c'est aussi quand, veux pas, il y a un enjeu de roulement de personnel ou que les coms, c'est passé des mains de la DG, après ça a passé au VP marketing, puis là, c'est rendu dans les mains d'un coordo. C'est pas uniforme. Après ça, la communication en tant que telle, que ce soit le ton, que ce soit les mots utilisés. Fait que, le but, c'est d'uniformiser l'ensemble de ces plateformes-là pour que ça crée un beau tout cohérent, puis que d'une plateforme à l'autre, tu le sais que c'est la même entreprise, tu sais. Puis après ça, effectivement, tu sais, des red flags sur le web, il peut en avoir un puis un autre. Là, c'est facile de se mettre les pieds dans les plats. Par contre, j'aurais tendance à dire que, puis là, je dis sous toute réserve, s'il y a un endroit où tu peux te mettre les pieds dans les plats puis t'en sortir le plus facilement, c'est sur le web versus les médias traditionnels, je pense, parce que c'est souvent vite tombé aux oubliettes, parce que le contenu, il vit pas trop longtemps. Fait qu'au final, on va passer à autre chose après. Mais effectivement, le but, c'est pas de red flag. Puis c'est souvent dans tu sais, aller voir, ils vont aller voir certains posts, mais je pense que c'est plus sur l'aspect vision générale. Tu sais, OK, ils sont actifs. Fait
ils sont out there, là, Oui, ils sont présents. c'est Donc, ça. juste d'être présent, c'était de ton temps. Puis Ouais. On te demande pas d'être le leader national de telle affaire, mais juste d'être présent puis de contribuer, dans le fond. Moi, j'aimerais ça inventer l'indice de crédibilité générale. Tu sais, je sais qu'il y a, c'est bon. il y a le J'aime cloud, ça. là, mais plus pour les entreprises sur toutes les plateformes. Tu sais, je pense que ça... Il y a quelque chose là qui est pas mesuré peut-être qu'il l'est parce qu'il y a tellement de plateformes qui sortent souvent que ça serait intéressant de le voir, mais en général. Mais je Vanessa, retiens indice de crédibilité générale. ouais, ça peut être intéressant. Hein? On pourrait travailler là-dessus. Écoute, un énorme merci. Merci à toi. Franchement, c'était riche. C'est le fun de parler de ça avec toi. Absolument. Plaisir partagé. On pourrait clairement faire un épisode sur le contenu, juste sur le contenu, la production de contenu, tu sais, parce que ça touche d'autres aspects, là, d'autres véhicules dans le futur. Oui, c'est très large le contenu, mais en même temps, c'est pertinent et très beau, tout ce qu'on peut faire. Puis écoute, on fait toujours, comme je mentionnais, une checklist. Donc, tes informations vont être là, ceux qui veulent vous contacter chez Comer pour vos services, absolument. Avec Puis on plaisir. reprend là, les points importants, les points clés. Fait que, encore une fois, un énorme merci d'être passé aujourd'hui. Merci à vous autres pour l'invitation. C'était un plaisir de faire ce beau podcast-là avec vous. Merci. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.